On va passer, pas tellement quitter l'espace comme vient de nous être présenté avec Francis Figaud tout de suite. Nous allons rester dans un espace qu'on appelle ordinairement l'espace de l'art déco, mais nous allons approcher cet espace par un biais un peu particulier, puisque cela va être par l'archéologie. Cela peut vous surprendre. En effet, nous allons tenter de progresser sur la connaissance des principes qui ont présidé à l'élaboration des chefs-d'œuvre de Gruber 1925 à l'aide de fragments, à l'aide de profiter donc en quelque sorte d'un écorché pour réfléchir sur un leitmotiv des années donc de l'art déco des années 25, la question de la technique au service d'un nouveau langage artistique. L'exemple de Gruber, je crois, nourrit particulièrement bien, nourrit spécialement bien cette réflexion pour en voir d'abord les modalités, bien sûr, les fondements, si possible, et finalement aussi les limites. Alors, en fait, à l'origine de cette présentation se trouvent effectivement des fragments issus de l'atelier Gruber qui m'ont été donnés en 2008 à la suite de l'exposition Gruber Art Déco que j'avais menée à Pont-à-Mousson. Autour des vitraux donc, du siège de la Société des Fonderies de Pont-à-Mousson. Donc ce sont des fragments qui forment cet écorché dont je vous parle et que je vais placer aussi aujourd'hui au service de l'étude. Alors, ces fragments sont évidemment extrêmement faciles à identifier parce qu'ils appartiennent à l'un des vitraux qui a été les plus fréquemment publiés dans la presse artistique des années 20, à partir de 1924, date de son élaboration, jusqu'en 1936, à peu près au moment du décès de Gruber. C'est le vitrail dit exotisme, qui date donc très clairement de 1924. Vous avez donc à gauche une publication, qui a été publiée précisément en 1925, en 1926, à la suite de l'exposition des arts décoratifs. Et puis, tout à côté, la restauration, la façon de présenter ces fragments qui ont été proposés par Michel Blanc-Garin en 2010, façon de conserver donc ces fragments. Mais ces premiers fragments ont été ensuite rejoints par d'autres, puisque Jeannette Weiss-Gruber m'a donné en 2020, lorsqu'elle débarrassait son atelier, d'autres éléments qui complètent partiellement les précédents, très partiellement, parce que vous voyez donc sur cette diapositive en rouge les fragments du vitrail exotisme conservé qui recouvrent qu'une petite partie de cette verrière. Donc on reste vraiment dans l'archéologie d'un vitrail qui mesurait environ 3,50 m de hauteur et dont nous ne possédons que des éléments. Mais des éléments qui nous permettent donc de réfléchir. D'abord, bien sûr, avant de pousser cette réflexion dans le concret, dans le détail, voyons très rapidement une brève histoire de ce grand vitrail. C'est très évidemment un vitrail destiné à une exposition, ce n'est pas un vitrail destiné à un lieu précis. Il était présenté pour la toute première fois au Salon des artistes décorateurs de 1924, puis par la suite donc à l'exposition des arts décoratifs, on verra plus précisément où, et probablement aussi au Salon d'automne de 1927. À l'exposition des arts décoratifs industriels et modernes de 1925, on le voit très curieusement disposé dans un bâtiment, dans un pavillon qui, a priori, ne lui convient pas spécialement. Et d'ailleurs, on constate qu'il est absent du catalogue et du guide de l'exposition, le guide officiel, le catalogue officiel de l'exposition de 1925. Il a donc été placé pas par hasard, mais enfin placé très tardivement, sans doute, dans ce pavillon consacré à l'Indochine française, que l'on voit situé sur le plan de l'exposition, tout à fait à l'écart, dans la partie des pavillons des colonies. Et que nous voyons dans cette magnifique vue tirée du front Albert Kahn, dans l'axe de la porte d'entrée de ce pavillon indochinois, dans lequel nous pouvons pénétrer avec à droite les décors indochinois, et puis à gauche, dans cette photo tirée du fond Thérèse Bonnet de la médiathèque du patrimoine et de la photographie, des petits objets indochinois qui se trouvent en bas, à droite et à gauche de la verrière, et puis une verrière qui était dans les encadrements, ont été recoupés ici par rapport à la publication que nous venons de voir tout à l'heure, pour être placée dans une baie qui n'était certainement pas destinée à le recevoir. Tout à l'iconographie, dont vous avez une évocation par le biais d'un article de la construction moderne du 30 novembre 1924. Vous voyez aussi que cette négresse sous son palmier
n'est évidemment pas tout à fait à sa place dans le monde indo-chinois, mais la description en même temps qui en est faite correspond bien à ce que nous devons voir de cette verrière, avec ce joyau central qui est au cœur de la verrière que j'ai pu présenter dans la première diapositive et que nous allons revoir. Alors bien sûr, au moment où ce vitrail est réalisé, en 1924, eh bien, c'est peut-être le moment d'apogée de la carrière de Jacques Gruber, artiste, décorateur et peintre verrier, comme il se désigne lui-même. Sur cette carte de visite très intéressante, ce petit mot que Jacques Gruber envoie probablement en courant de l'année 1925 à Maurice Denis pour le remercier très rapidement, pour le féliciter même pour son travail concernant l'église du village français de l'exposition de 1925. Donc des liens avec Maurice Denis tout à fait intéressants qui sont tirés donc, du fond des archives des Yvelines. Et le fait même qu'il s'agisse d'un vitrail d'exposition pose aussi, l'histoire que je viens d'évoquer, pose aussi tout de suite une autre question, quelle est, plus large peut-être, quel est le sort que nous voyons, que nous pouvons observer, en tout cas concernant Gruber, de ces nombreuses œuvres d'exposition. Sachant qu'à l'exposition de 1925, le tableau à gauche tiré de la construction moderne, de ces publicités de Jacques Gruber justement, nous montre qu'il a participé à pas loin de 15 pavillons, que sont devenus donc ces verrières. Bien, sans même détailler les résultats des recherches actuelles, on peut très vite s'apercevoir que la majorité de ces verrières, ne trouvant pas d'emploi après l'exposition, sauf le vitrail et la sanction pour l'église de Prégny, lié à la reconstruction en Meurthe-et-Moselle, un achat de l'État qui atterrit finalement à l'hôtel de ville de l'Haye-les-Roses, les vitraux du pavillon des postes qui va naturellement dans la poste construite par Guillaume Tronchet à l'église à Bar-le-Duc, qui avait construit, Guillaume Tronchet avait construit une autre poste destinée à recevoir ces vitraux du pavillon des postes de l'exposition. Le reste a probablement d'abord été détruit immédiatement, ou s'il est revenu à l'atelier, eh bien, n'a pas traversé, a sans doute aussi été détruite assez vite. Seuls 2 rescapés ont atterri finalement dans des musées, ayant passé peut-être par l'atelier Gruber, sans doute par l'atelier Gruber. Le vitrail Les Singes, qui était acheté il y a quelques années par le musée des Beaux-Arts de Reims, et puis les fragments dont je vous parle. Donc ces fragments dont je vous parle nous permettent une sorte de réfléchir à l'anatomie de ce vitrail exotisme. Et ils sont d'autant plus servis qu'ils ne sont pas seuls, ils ne sont pas isolés, ce ne sont pas que des fragments isolés, ce sont aussi des éléments que nous pouvons relier au mode de travail désormais assez bien connu de Jacques Gruber. Pour rappel, je vous montre donc ici sur ces diapositives la photo archi-connue à droite où l'on voit l'artiste dans son atelier de dessin de la Villa d'Alésia devant les grands cartons sur lesquels il travaille, et puis une autre à gauche, une photo inédite qui montre finalement à peu près la même chose. Mais ce qui est important, c'est que les documents graphiques existent pouvant être mis en rapport avec notre vitrail exotisme. En premier lieu, une maquette qui est passée en salle des ventes en 1995 pendant les grèves. Une maquette qui a disparu donc après cette vente, je ne sais pas où elle est passée, avec une désignation comme attribution du projet au célèbre affichiste Leonetto Capiello. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. En revanche, lorsque je regarde cette maquette, j'observe qu'elle est assez éloignée du projet final, du résultat final plutôt, et j'y vois surtout essentiellement une mise en place graphique. En revanche, on peut raisonner de façon plus précise et je pense beaucoup plus intéressante à partir de ce grand document, de ce carton à grandeur qui est arrivé à la médiathèque du patrimoine il y a quelques années grâce au don de Jeannette Gruber et qui évidemment nous explique que c'est là
que se situe le moment difficile, le moment absolument décisif de la réflexion structurelle et formelle dans le cadre de l'atelier Gruber, dans ces modes de travail absolument quotidiens. Nous le comprendrons mieux tout à l'heure lorsque nous lirons les quelques mots que Jacques Gruber nous a transmis à propos de sa manière de travailler. Mais d'abord, regardons les deux documents et mettons-les face à face. Il faut reconnaître en premier lieu, si on analyse bien, que le carton de la médiathèque du patrimoine n'est pas le carton définitif d'exécution. Beaucoup d'éléments manquent, les armatures ne sont pas situées et un certain nombre de détails varient. C'est une étape. Et une étape, on peut s'en rendre compte, une étape cruciale qui montre, avec tous les tâtonnements que nous pouvons lire, en particulier avec toutes les corrections que l'on observe sur le carton, en particulier dans cet espace cerné de rouge que j'ai marqué pour vous, nous pouvons noter que c'est vraiment là que se dessine le carton, que se dessine le vitrail. Et il se dessine comment? Il se dessine évidemment entièrement par le plomb. Le dessin de la mise en plomb prime absolument sur tout. Mais les fragments du vitrail exotisme, heureusement conservés, permettent aussi de disséquer les techniques employées. Mise en plomb et armature d'abord. Bien effectivement, la mise en plomb est chez Jacques Gruber un mode d'expression essentiel. On vient de le voir avec le carton, on peut s'en rendre compte avec l'œuvre elle-même. Si la mise en plomb est classique en face externe, comme vous le voyez à gauche, mise en plomb qui n'apporterait rien de particulier, sur la face interne, on constate que, ceux qui connaissent l'art de Gruber ne seront pas surpris, on constate sur la face interne, à droite sur cette diapositive, ces fameux plombs à effet, c'est-à-dire sur la mise en plomb traditionnelle, classique, a été soudé un certain nombre de feuilles de plomb découpées qui ont été ensuite étamées pour donner un brillant au vitrail, surtout qui sera visible lorsque ce vitrail pourra être éclairé en lumière réfléchie. Le rapport entre la mise en plomb et le dessin, vous le voyez, est tout à fait essentiel. Cette image en lumière réfléchie parle d'elle-même, sans qu'il soit nécessaire d'en ajouter plus pour ces commentaires. Mais alors, ce qui est aussi frappant dans cette question des armatures, et qui est apparu à l'aide de ce vitrail, justement, c'est que dans ces grands panneaux qui mesurent qui mesuraient plus d'1,10 m de haut, ces grands panneaux sans armature visible, autre que le grand croisillonnage de la baie, je peux distinguer sur la face externe, repérer des sortes de vergettes, sortes de tiges métalliques à la forme, soudées bien sûr au vitrail et intégrées dans le vitrail, car aussi complètement étamées, donc absolument invisibles. Ces vergettes invisibles passées sur la face externe du vitrail ont pour mission d'être le plus discret possible et le plus efficace possible pour soutenir une œuvre extrêmement lourde, car, on va le voir maintenant, avec des verres mis en œuvre extrêmement nombreux, extrêmement lourds, parfois superposés, comme le montrent évidemment les fragments dont je dispose. La palette et son usage. Donc, pour les figures et pour la végétation, on trouve l'emploi de verres antiques, c'est-à-dire de verres dits antiques, verres soufflés achetés chez Appert, des verres en plusieurs tons, simples ou superposés, et puis des touches de verre jaune, on le voit pour le papillon par exemple, qui joue un rôle important, comme nous l'expliquera tout à l'heure Jacques Gruber lui-même. Les effets précieux sont donnés aux cabochons. Alors ces cabochons sont parfois des cabochons tout à fait ordinaires, comme on le voit à droite, en haut, pour ce bracelet de la princesse, de la négresse. On voit ces cabochons moulés tout à fait classiques. Mais en revanche, dans le grand cabochon central du vitrail et dans cet extraordinaire collier que portait la princesse, il s'agit de cabochons taillés dans l'atelier Gruber, taillés à la roue spécialement pour cette destination, alors taillés sur mesure, et qui produisent évidemment un effet éclatant tout à fait extraordinaire, tout à fait précieux.
Les effets de ces cabochons, on les retrouve dans ces grappes de dattes tout à fait classiques chez Gruber. Et puis, on comprend leur façon d'être mise en œuvre avec le petit détail où l'on voit un espace blanc dans ces dattes. C'est là que le verre vert superposé au cabochon a disparu. C'est un effet pour rendre ces dates, eh bien, il y a des superpositions entre ces cabochons taillés et des verres de couleurs variés que l'on voit mieux sur l'image centrale de cette diapositive. Pour le serpent, des effets de matière en verre blanc imprimé superposés à des verres antiques. Nous sommes dans le même principe à peu près et aussi que vu précédemment, et avec toujours ces plombs ouvrés qui donnent le dessin, qui donnent le détail du dessin sans qu'il soit besoin de préciser plus. Quant au fond, eh bien, autant qu'on puisse en distinguer l'ensemble, il n'en reste que des fragments, surtout des petits fragments autour des éléments plus importants qui ont été conservés. On y voit un jeu entre les verres opalescents dichroïques et des verres imprimés blancs classiques, verres gouttes d'eau par exemple, des verres gaufrés aussi, et l'usage de simples verres dépolis. Donc ici, c'est assez simple, pas de verres superposés. Et l'effet, on va essayer de comprendre maintenant comment il a été conçu et quelle place il peut trouver dans l'œuvre de Gruber telle qu'on commence à la connaître un petit peu mieux. Eh bien, il tient, je pense, dans l'œuvre de Gruber qui se transforme absolument en permanence, année par année, dans cette décennie 1920-1930, eh bien, on peut dire qu'il est extrêmement différent des vitraux décoratifs des années 22-23 par sa palette, d'une part, par le sujet, d'autre part, aussi bien que par le traitement technique. Il est là aussi très éloigné d'un autre vitrail qui pourtant était un vitrail qui a été la vitrine peut-être essentielle de Gruber pour décrocher les commandes de la reconstruction, le vitrail de l'entrée du presbytère de l'église Saint-Christophe de Javel. Ce vitrail vitrine montre des techniques, là aussi avec des verres ouvrés, certes, mais avec une complexité de verres superposés à plusieurs épaisseurs qu'on ne retrouve pas de cette façon-là aussi complexe dans le vitrail exotisme. Et puis, après le vitrail exotisme, très vite, Gruber abandonne cette technique des verres ouvrés pour la réduire largement, enfin, il l'abandonne en fait, pour arriver à autre chose, utiliser plutôt, comme on le voit ici dans le vitrail du ministère du Travail, des verres gravés superposés qui donnent le dessin. Et donc maintenant, comment Jacques Gruber a-t-il conçu cette œuvre exotisme parmi d'autres? Alors, il est clair que Gruber n'est absolument pas un théoricien, il écrit peu pour trouver des éléments, des sources d'époque, des sources originales émanant de lui-même ou de son fils en l'occurrence. Il faut regarder la presse artistique. C'est dans cette presse artistique que l'on trouve des éléments qui nous permettent d'avancer et de comprendre mieux le travail que nous venons de détailler. Eh bien, la mise en plomb, on l'a compris, est tout à fait essentielle. La mise en plomb, dit Jacques Gruber, est en dehors de son rôle mécanique, elle s'impose à ceux d'entre nous qui travaillent linéairement. Voilà, je crois que ce mot linéaire correspond exactement à ce que nous avons vu. On comprend tout à fait clairement ce qu'il a voulu. Alors, Jacques Gruber est donc le promoteur de la mosaïque intégrale, en tout cas il se présente ainsi. Aujourd'hui, je confie au plan seul le soin de traduire mon dessin, quitte à accentuer ce cerne de place en place par un épaississement de l'étain, nous l'avons vu. Ces principes ont été rapportés à une sorte de ferronnerie et c'est vraiment tout à fait ce que nous avons vu avec ce poids important de verrière très, très imposante. À propos de la distribution des verres, les choses sont plus intéressantes lorsque nous lisons Jacques Gruber pour comprendre sa palette et la répartition de sa palette qui ne me semblait pas aussi évidente au regard des œuvres tout simplement.
Eh bien, on note en effet dans les écrits liés à Gruber un rappel répété des théories de Viollet-le-Duc, en particulier celle qui concerne la séparation des tons majeurs, les bleus surtout, par un filet de blanc. Je cite donc Gruber: un souci analogue m'incite à distribuer d'abord sur toute la surface de ma verrière un champ de vert neutre, gris, ocre, verdâtre. Ce n'est qu'ensuite que je place en les équilibrant de mon mieux, en évitant soigneusement de faire motif, les quelques tons majeurs qui définiront la valeur et la coloration du vitrail. Les tons forts, ni juxtaposés, ni dissociés, se pénètrent les uns les autres par des franges insensibles. C'est ainsi que l'interférence des ondes de rayonnement d'un bleu et d'un rouge sur un gris le colore sans les aveugler. Et l'exemple de vitrail La Pêche est cité donc par Gruber comme étant l'exemple même de cette façon de faire. Eh bien, aussi à propos de l'usage des verres imprimés et des glaces tels que les emploie Barillet, Gruber se positionne. Quelles que soient ses réussites, en parlant de Louis Barillet, il ne faudrait pas toutefois que nous éprouvions le fétichisme du noir et blanc. J'estime pour ma part que le battage des verres légèrement teintés répand dans un intérieur une lumière tout aussi blanche, mais moins crue. Je n'ai pas hésité à insérer quelques tons dans les vitraux, quasi incolores, que je présentais au pavillon de l'Est et à celui des colonies, c'est le nôtre. Donc, non, Jacques, pour conclure cette dernière diapositive, quelques principes donc, généraux que je souhaiterais vraiment rappeler et dans lesquels vraiment notre vitrail s'intègre et auquel il apporte sans doute, son analyse apporte quelque chose. Le vitrail art déco, d'une façon générale, ou bien au-delà de notre vitrail et de Gruber, est un rejet du vitrail peint et du vitrail, je cite tout de même Gruber là, abominablement 1900. Il l'écrit en 1925. Le vitrail art déco vraiment s'appuie sur la foi pour le développement autonome du vitrail moderne. Et on le constate tout à fait clairement, ce développement autonome, et dans tous les cas, que ce soit pour Gruber ou tous ses contemporains, sauf peut-être Barillet, très éloigné des courants d'avant-garde en peinture. Bon, bien sûr, la place de l'art du vitrail dans le décor de la vie, c'est une évidence pour le vitrail civil. Une évidence aussi, c'est l'usage essentiel des nouveaux apports de l'industrie verrière. C'est tout à fait évident aussi. C'est vraiment un des éléments moteurs pour tout le monde. Mais le patron, Jacques Gruber, finalement, s'impose par une voie particulière, cette voie particulière que j'ai essayé de détailler aujourd'hui, d'essayer de mieux comprendre. Je la désignerais de cette façon-là, en cherchant une formule, je me suis dit finalement, Jacques Gruber, on peut définir son art, en tout cas ce qu'il produit en 1925, on peut désigner cet art comme relevant d'une sorte de rationalisme moderne, et on le trouve dans ses textes, dans ses écrits, et pas seulement pour lui, avec une référence permanente au vitrail du Moyen-Âge et au vitrail du XIIIe siècle, même si cela ne paraît pas évident en regardant les vitraux eux-mêmes. Mais je pense que pour les auteurs de ces vitraux des années 25, c'est essentiel. Où conduisent toutes ces voies diverses tenues, tracées par les uns et les autres, par Gruber et ses contemporains, Auguste Matisse par exemple, Richard Burgstall, Jacques Simon, eh bien finalement toutes ces recherches, toutes ces tentatives pour un vitrail autonome, pour un vitrail moderne, elles se déroutent dans les années 30 vers tout à fait autre chose, et finalement ces recherches n'ont pas d'avenir et disparaissent assez vite. Et peut-être finalement que ces recherches n'avaient pas d'avenir et correspondaient aux besoins d'un moment seulement. Je vous remercie.